Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Courrier Cadre. Je suis Fabienne Procarel, la rédactrice en chef de Courrier Cadre, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors vous allez voir qu'on a une configuration un peu particulière. On a décidé de faire ce webinaire tous ensemble avec mes trois invités aujourd'hui. Donc on est réunis dans nos locaux et on est vraiment ravis de vous accueillir en vue du lancement de la 20e semaine pour la qualité de vie au travail. Et on va parler du thème cette année qui a été choisi par l'ANACT, transition et travail, on en parle. Et avec Catherine, Noémie et Adrien, on a décidé de prendre un angle sur le management et notamment de voir quel rôle pour les managers dans la gestion du changement. Je vais commencer par vous présenter mes trois invités. Bonjour Noémie Guérin. Tu es formatrice en risques psychosociaux, en prévention des risques psychosociaux, et tu as un cabinet qui s'appelle Santé du dirigeant. Bienvenue. Merci Fabienne. Bonjour Catherine Testa. Bonjour. Tu es la fondatrice de l'Optimisme et tu as écrit pas mal de livres, donc je ne vais pas tous les citer, mais le dernier s'appelle Aider et est consacré à la santé mentale, notamment au travail. Donc c'est un sujet qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Bonjour Adrien Chignard. Bonjour Fabienne. Psychologue du travail et des organisations, également auteur de plusieurs livres, dont un qui s'appelle Bien dans son job, et du coup fondateur d'un cabinet qui s'appelle Sens et Cohérence. Exactement. Bienvenue. Merci. Alors, n'hésitez pas à vous servir du chat. Je serai un petit peu votre porte-parole pendant ce webinaire pour poser vos questions aux intervenants. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à nous dire bonjour si vous êtes manager, manageuse, dirigeant. Ça nous aidera aussi à nous aiguiller pendant l'échange. Et vraiment, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions parce que le but du jeu, c'est aussi que ce soit le plus participatif possible. Donc, on est vraiment là aussi pour répondre à vos questions et on y consacrera un temps, notamment à la fin. Donc, quand on parle de transformation des entreprises, on parle notamment de développement durable, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. On vit aussi dans un monde incertain, rempli de crises, et donc ça peut être forcément source d'angoisse et ça oblige les entreprises à bouger, à se transformer. Et Noémie, je vais commencer par te poser une question. Pourquoi c'est important d'accompagner les collaborateurs, les managers dans ce changement? Qu'est-ce qu'on risque si on se dit on change, c'est pour le mieux, il n'y a pas besoin? On risque ce qu'on appelle les risques psychosociaux. On va peut-être remettre une définition sur ce que sont les risques psychosociaux. C'est tout ce qui peut être rapproché du stress, de l'épuisement, syndrome d'épuisement professionnel, tout ce qui est violence en interne, violence en externe. Les incivilités, par exemple, parce qu'on a du mal parfois à mettre une image sur les violences en externe, qui sont de plus en plus présentes. Et j'aime bien expliquer aussi que tous ces risques psychosociaux, c'est quoi la problématique, puisqu'on en parle, on a parfois du mal justement à mettre exactement des mots dessus, c'est tout ce qui peut détériorer ensuite notre santé mentale. Donc, ça peut causer de l'anxiété accrue, ça peut causer du stress chronique, ça peut causer de la fatigue et c'est ce qu'on peut risquer effectivement si on n'accompagne pas le changement dans les meilleures conditions. Donc, on voit que les changements peuvent être source, en effet, d'impact, avoir des impacts négatifs. Adrien, comment accompagner? Ce serait quoi, selon toi, le premier pas, la première étape pour que non seulement ces transformations ne soient pas source d'une dégradation de la santé, mais que, soyons fous, on les vive bien aussi, ces changements? Alors, je ne sais pas si on peut les vivre bien. En tout cas, je sais qu'on peut les vivre mieux. Le but du jeu, c'est pour moi de soutenir les soutiens, on va dire, de cette situation de changement. Parce que quand tu es salarié et que tu vis une transformation, quelle qu'en soit la nature d'ailleurs, Fabienne, d'outils, de process, d'organes, d'aménagement, nécessairement, et il y a un grand rapport qui s'appelle le rapport IRES, la santé dans les restructurations, qui met en lumière que tout changement, toute restructuration va impacter nécessairement ta qualité de vie au quotidien. Parce que ce vers quoi on tend, on ne le sait pas. Par définition, le changement, tu ne l'as pas encore vécu. Et moi, celui qui, lorsqu'on éteint la lumière, court tout droit, m'inquiète un peu sur sa santé mentale. Donc, c'est normal que lorsque c'est un peu sombre devant toi, tu flippes, tu as ce qu'on appelle de l'anxiété anticipatrice. Et il est rare que quand tu es salarié et que tu ressens cette anxiété anticipatrice, tu ailles en parler à ton CEO, tu vas en parler à ton chef, ton frontline manager, ton N+1. Et très souvent, en France, les N+1, les managers, et s'il y en a qui nous écoutent, je pense qu'ils se reconnaîtront là-dedans, on leur injecte de la moraline. Tu dois, il faut. Et en fait, c'est assez pressurisant. Moi, j'aime bien plutôt la fonction apéritive, leur susciter le désir de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour ça, pour moi, il faut soutenir les soutiens parce qu'ils ne seront soutenants, ces managers, que s'ils sont eux-mêmes soutenus. Et pour ça, il faut qu'on les forme pour leur apprendre notamment comment accompagner correctement ces situations de changement.
Et quand on parlait justement que le changement voilà, peut être source d'angoisse, même quand on est manager, c'est important d'accepter qu'on n'est pas Wonder Woman, on n'est pas Superman et que nous aussi, Catherine, on a le droit de se dire que oui, c'est difficile et c'est pas forcément évident à vivre. Ouais. Moi, j'ai l'impression en ce moment de rencontrer beaucoup de managers qui ont envie, entre guillemets, de démissionner parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a mis un peu les épaulettes. Tiens, toi, tu as les épaulettes, tu vas être le fort du système et on ne laisse pas place à ta vulnérabilité parce que en réalité, manager, salarié, comme l'évoquait justement Adrien, on a quand même une anxiété face à ces histoires de changement et il faut aussi savoir les exprimer, il faut savoir aussi les déposer parce que si on les retient en permanence, si on n'a pas de groupe de soutien, si on n'a pas, par exemple, de groupe de parole managériale, à qui on les exprime, parce qu'on ne va pas forcément le dire à son compagnon, sa compagne, parce que, pardon de parler un peu vulgairement, on l'ennuie au quotidien, parce qu'on parle de son travail, arrête de parler de ton travail, on ne va pas forcément oser l'exprimer à soi plus un, de peur de ne pas être à la hauteur, ces équipes, on a peur de les affoler, et on ne partage pas finalement cette notion de responsabilité, et on n'exprime pas sa vulnérabilité qu'on retient, et ça crée aussi, à mon avis, une souffrance gigantesque. Et on a une première question, on nous demande justement, Adrien, les managers parfois ne voient pas l'intérêt d'être accompagnés et se disent j'ai pas le temps en fait, c'est sympa ton accompagnement, mais moi j'ai une charge de boulot énorme. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour essayer justement de mieux les accompagner? En fait, si la question c'est j'ai pas le temps, c'est essayer de faire monter un mur, on va dire, à un pâtissier. Vous allez vite comprendre que la compétence, elle est nécessaire pour aller plus vite et être plus efficace. Si vous voulez pas que le mur s'effondre, en tout cas, moi je suis un garçon monocompétent, ne me faites surtout jamais monter un mur. Pour ça, il faut que j'apprenne. Et nécessairement, la compétence, c'est un outil au service d'un déploiement plus sain et plus serein. Parce que si la compétence coûte cher, l'incompétence coûte encore plus cher pour le manager comme pour les équipes en tant que telles. Donc, il faut changer ta représentation. En tout cas, j'invite moi à changer la représentation qu'on a de cette consommation de temps. Ça n'est pas un coût, c'est un investissement au service d'une performance future. Et la performance, c'est ce pourquoi votre employeur vous paye notamment. Et Noémie, Catherine parlait de vulnérabilité, d'oser parler. Alors, il y a une expression qu'on entend beaucoup et de plus en plus, tant mieux, hein, c'est il faut instaurer un climat de sécurité psychologique pour que justement les gens, les managers, les collaborateurs puissent oser parler et se sentent en confiance. Mais concrètement, c'est quoi et quels sont un peu les ingrédients pour installer ce fameux climat? Moi, avant de repartir sur le climat, je rajouterais quelque chose. Je pense qu'il est aussi important de se rendre compte de l'ampleur du sujet aujourd'hui. Parce que quand on parle des risques psychosociaux, il y a une étude de l'ANACT qui est sortie en 2019 qui dit que c'est 44% des salariés qui sont concernés. Et on sait qu'il y a en plus ce qu'on mesure et ce qu'on ne mesure pas. Donc, au-delà du fait d'avoir du temps, je dis souvent, si ce n'est pas par conviction, on traite tous ces sujets, il faut le faire par pragmatisme parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Ça coûte cher aux dirigeants parce que tout ça, ça a un impact sur la performance de l'entreprise. Ça coûte cher aux managers qui se retrouvent souvent justement entre les directives de la direction et les besoins des salariés. Puis ça coûte cher, bien entendu, aux collaborateurs qui vont se retrouver dans des situations qui peuvent être compliquées. Donc, le temps, parfois, c'est relatif par rapport à l'ampleur du sujet. Et là, on n'a plus la possibilité, je pense, de donner cette excuse. Il faut prendre ce temps-là. Comme quand Catherine prend souvent la parole en disant que prendre soin de sa santé mentale, ça ne doit pas être un luxe et ça doit être vraiment quelque chose qu'on fait de manière naturelle. Oui, ça doit devenir un automatisme aujourd'hui. La culture doit s'emparer de ce sujet-là. Ensuite, pour parler du climat de sécurité psychologique, ça rejoint tout à fait ça. Adrien parlait tout à l'heure du fait de parler de ses émotions, du contexte dans lequel on se trouve à son manager. Aujourd'hui, il y a un baromètre Alan et Harris qui est sorti en 2021, je crois, qui dit qu'il y a seulement 15% des salariés qui osent parler de leur anxiété lorsqu'ils le rencontrent. Sur 10. À leur manager, 9% au RH. Voilà. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, on a une difficulté à lever le tabou sur ces sujets, à faire preuve de vulnérabilité, qui n'est pas une démonstration de faiblesse, mais bien une démonstration de force. Hein. René Brown l'explique très bien sur ces sujets-là, et explique qu'effectivement, c'est plus une preuve de courage qu'une preuve de faiblesse. Mais c'est ce climat dans lequel on va faire grandir un groupe, cet espace dans lequel un groupe va grandir, une équipe va grandir, où tous les membres de l'équipe peuvent s'exprimer en sachant qu'ils seront respectés, que les membres de l'équipe peuvent s'exprimer en ayant la sensation qu'ils ne seront pas humiliés parce qu'ils ont des propos différenciants, parce
parce qu'ils osent dire ce qu'ils peuvent penser. Donc, c'est une sorte de cocon dans lequel on peut faire grandir, germer les fleurs. Et c'est le climat dans lequel aujourd'hui, les équipes peuvent exprimer leur plein potentiel. D'ailleurs, il y a un projet qui est sorti en 2012 qui s'appelle Aristote chez Google et qui a prouvé par A plus B que le premier levier de performance d'une entreprise, c'était de mettre les équipes dans un état de sécurité psychologique. Oui, donc c'est pas anodin du Non. tout au quotidien. Pas du tout. Et on a justement, pour incarner un petit peu de manière pratique, un participant qui nous dit: pour développer le climat de confiance, nous travaillons actuellement sur une charte d'engagement réciproque collaborateur-manager. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Effectivement, ce que tu disais, Noémie, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on retient ses larmes qu'on est moins malheureux. Ça, c'est une croyance qui est effectivement et une croyance qui va être plutôt dépressogène. Et puis, parce qu'on peut pas avoir des entreprises qui valorisent uniquement ou des managers qui valorisent uniquement une gamme d'états émotionnels très courte. Je suis joyeux, j'y crois, je suis enthousiaste, j'ai envie. Ok, mais la vie, elle est faite d'une gamme d'états, d'un spectre émotionnel beaucoup plus large. Et il faut pas oublier qu'il n'y a pas d'émotions négatives, il y a que des émotions pénibles parce que toutes nos émotions ont une fonction. La honte, l'embarras, la culpabilité, la peur, la colère, toutes ces émotions, elles servent à quelque chose pour la survie de l'espèce. Et les entreprises ont plutôt vocation à survivre parce que le plus grand des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son travail. Et donc, si on veut faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à fonctionner, on doit pouvoir accueillir une gamme d'états émotionnels large parce que ça sert le business. Encore une fois, moi, j'ai toujours été hostile à l'idée qu'il fallait enchanter le travail. Je ne crois pas qu'il faille enchanter le travail. Je pense qu'il faut le désenchanter, qu'il faut inféoder nos pratiques à la raison d'être de l'entreprise, qui est de créer de la valeur. Mais vaut mieux cette vraie tristesse qu'une fausse joie, qui est de se dire on fait ça pour continuer de créer de la valeur, parce que ce faisant, on va prendre les choses au sérieux. Et du coup, j'ai oublié ta question. Je te sens lancé sur la dimension de la charte. Alors, moi, je suis toujours dubitatif ou circonspect sur les chartes en tant que telles. C'est un premier pas, mais c'est sûrement pas le dernier. En tout cas, ce qui me semble important par rapport à ce que disait Noémie, c'est qu'on met le sujet au centre de la table. Et de toute façon, le premier pas, c'est toujours la lucidité. Et on ne peut pas changer. Enfin, quelqu'un qui boit une bouteille de whisky tous les soirs et qui dit non, mais c'est parce que je suis festif. Tu sais très bien qu'on ne pourra pas travailler sur sa consommation d'alcool parce qu'elle n'est pas du tout reliée à la réalité de la toxicité pour lui. Et là, l'idée, c'est de se dire, on met le sujet au centre de la table, on commence à en parler. Ça n'est pas la fin, mais parfois, le premier pas, c'est un peu le dernier parce que la lucidité, c'est le préalable à la prise en considération des sujets. Et est-ce que vous auriez en tête d'autres bonnes pratiques pour instaurer ce climat de sécurité psychologique, de confiance? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes dans les entreprises qu'on pourrait partager? Alors, moi j'ai vu quelque chose qui fonctionne vachement bien. En fait, ça questionne ce qu'on appelle en psychologie le statut de l'erreur dans l'organisation. C'est que si l'erreur est une faute, alors il ne sera jamais possible, on va dire, de l'exprimer. Et si l'erreur est une faute, ça ne veut pas dire que les gens vont arrêter d'en faire. Ça veut dire qu'ils vont les dissimuler. Et une erreur qu'on dissimule, on connaît tous des Enron, des faillites, des choses terribles qui se sont passées dans des grandes banques françaises notamment. Quand on a des dirigeants qui font ce qu'on appelle les fail conventions qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils viennent expliquer leurs erreurs, expliquer les bourdes, expliquer que parfois on rate et on n'en apprend pas forcément quoi que ce soit parce que rater parfois, non mais il y a le côté parfois je rate, parfois j'apprends, ouais parfois mais pas toujours. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, pas sûr. En tout cas d'un point de vue psychologique, c'est pas vrai systématiquement. Ça peut ne pas entre guillemets te tuer, mais te faire quand même hyper mal et pour longtemps, ça s'appelle un trauma. Et si effectivement tu as quelqu'un qui est un grand patron ou ton big boss qui vient t'expliquer que lui aussi a foiré, que lui aussi a raté et que c'est pas grave parce que toute nouveauté encapsule la possibilité de son échec. C'est Christophe Dejour, un Français qui disait travailler, c'est échouer. Et l'intelligence humaine, c'est dépasser ses échecs justement pour réussir à aller de l'avant. Si c'est incarné par ton big boss que l'erreur, elle est consubstantielle au fait d'agir, d'essayer, de tester et d'innover, le fait que l'erreur soit acceptable et acceptée par le top management, ça ouvre aussi la possibilité de se dire que parfois, on n'est pas ni Superman ni Wonder Woman. Et c'est ce qui fait notre humanité. Moi, je te rejoins, j'allais évoquer la notion d'authenticité. En l'occurrence, tu regardes, maintenant, on en parle de plus en plus aussi parce que les réseaux sociaux en parlent de plus en plus, parce que des dirigeants inspirants incarnent justement ce sujet-là, mais ce n'est pas non plus facile. C'est-à-dire que toi, si tu as grandi dans un environnement familial où on t'a toujours dit tais-toi, besogne, etc., ce n'est pas non plus évident d'oser parler. Donc, il ne faut pas que ça devienne non plus une nouvelle injonction à oser vous exprimer. Moi, je le dis souvent, c'est un peu comme le je t'aime, comme le merci. On n'est pas tous égaux face à ces mots. On n'a pas forcément
forcément le charisme d'en parler. Et quand on crée des chartes aussi, la question c'est est-ce que les collaborateurs ont osé réellement s'exprimer? Et une charte, c'est comme un peu sur les chartes de déconnexion. Aujourd'hui, on est dans une société où on est tous plugués à notre téléphone. Donc ça passe pour moi beaucoup par de la formation individuelle. C'est-à-dire que plus les collaborateurs, plus les managers, plus les dirigeants se connaissent, plus ils acceptent leurs propres limites avec humilité. Et tu évoquais tout à l'heure la question comment est-ce qu'on fait quand un manager n'a pas envie de se former? Eh ben, on lui montre un peu toutes les erreurs de jugement qu'il fait en permanence parce que non, le management, c'est pas inné. Les biais cognitifs, il faut les comprendre, il faut les connaître. Donc, la formation, honnêtement, je pense qu'elle est nécessaire à tout à chacun et être nommé manager sans avoir de formation au préalable, ça me semble quand même relativement ubuesque aujourd'hui. On parle souvent de ça, hein, nous, sur nos réseaux. Voilà. On va promouvoir aujourd'hui plus l'expertise que la compétence réelle du manager, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, moi, je voulais rebondir aussi sur la notion de la honte. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité, du climat de sécurité psychologique? Peut-être déjà parler de ça. Adrien, tout à l'heure, disait, il y a certaines émotions qui sont vues de manière positive et puis certaines émotions qui sont vues de manière négative. Donc aujourd'hui, on aurait la joie, l'amour, la tendresse, la gentillesse. Bon, moi, je prends ça et puis le reste, je laisse ça de côté. La honte, le sentiment de culpabilité, la peur de l'échec, plein de choses que l'on peut rencontrer qui ne sont pas agréables à vivre et qu'on met de côté, qu'on met sous le tapis. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne aujourd'hui des personnes qui, effectivement, ont peur de s'exprimer, qui ont peur de l'échec et intrinsèquement, ça entraîne des équipes qui sont moins innovantes, puisqu'on a peur de prendre des risques, puisqu'on a peur de s'exprimer, on a peur de donner des idées qui peuvent être tout à fait très utiles pour l'entreprise et puis pour le collectif. Et ça brime énormément les équipes, mais ça brime aussi l'organisation tout entière dans son développement. Donc, je pense qu'il faut déstigmatiser beaucoup de choses autour de la honte qu'on peut percevoir sur différents sujets. Alors, moi, ma thématique, ça va être plutôt lié à la santé mentale. Donc, oser dire, effectivement, quand on va ressentir de l'anxiété, quand on a des préoccupations, quand certains changements nous posent un problème. Et le lien qui peut être fait, mais on en parlera après, c'est aussi avec le dirigeant. Le dirigeant a, alors, pas d'injonction, mais pour moi, doit quand même porter l'exemple de cela. On ne peut pas avoir un dirigeant qui dit faites le changement, mais qui ne le vibre pas. On ne peut pas avoir un dirigeant qui dit n'ayez pas honte et qui ne se livre pas non plus dans ce qu'il peut traverser, dans les échecs qu'il va faire dans le changement. Et moi, je suis pareil qu'Adrien, hein. Ce n'est pas des expériences, des fois, c'est des échecs et ça fait partie de l'expérience. Voilà. En tout cas, le dirigeant va avoir un rôle de leader inspirant, authentique, en se livrant et en cassant aussi toutes ces notions autour de la honte, de la culpabilité, de l'échec. Il y a un vrai travail à faire sur ça. Oui, il y a une certaine posture d'exemplarité. Et l'exemplarité, ce n'est pas d'être parfait, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est d'essayer de montrer l'exemple et d'incarner ce qu'on dit. Du coup, Adrien, concrètement, quand on parle de gestion du changement, de transformation, comment le manager peut, lui, essayer d'être le plus utile possible aux collaborateurs? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que le changement soit idéalement efficace et serein? En fait, il existe en psychologie ce qu'on appelle des HCP, c'est Healthy Change Process, des processus de changement sain. C'est 4 postures qui scientifiquement vont générer à la fois de la performance organisationnelle, mais aussi de la performance collective et de la santé collective et de la santé individuelle au niveau des personnes. On a 4 processus de changement sain. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la disponibilité du manager. La disponibilité du manager, c'est parfois un peu cette représentation dont tu parlais, Noémie, c'est si je ne sais pas, je vais passer pour un nul, alors je vais soit m'hyper calfeutrer dans mon bureau, soit dire que je suis tout le temps ouvert. Et moi, j'entends des managers me dire « Ah, je suis un bon manager », je leur dis que ma porte est toujours ouverte. Alors ça, c'est exactement ce qu'on dit quand on veut rien faire. Déjà, si ta porte, elle est toujours ouverte, ça veut dire que tu ne peux pas bosser. Tout le monde va venir te casser les pieds. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Une frustration, et peut-être que vous le savez, en psychologie, il y a un modèle très simple, modèle de Berkowitz, frustration, agressivité. Et donc, si effectivement, tu es frustré parce qu'on vient constamment te casser les pieds, que tu ne peux pas te concentrer, ton hyper-disponibilité va te rendre agressif et hostile envers tes collaborateurs. Et quelqu'un qui vient, qui flippe, il n'a pas nécessairement besoin de s'en prendre en plus une grande parce que tu es en colère à ce moment-là. Donc, première chose, c'est une disponibilité, mais la disponibilité, comme souvent en psychologie, c'est une ligne de crête entre 2 abîmes, Fabienne, entre trop disponible, la porte est toujours ouverte. Et retenez bien un truc, celles et ceux qui nous écoutent, c'est que le soutien passif, ça n'existe pas. Le soutien où il est actif, où il n'est pas. Actif, ça veut dire que le vendredi après-midi, on sort de son bureau, on sort de son télétravail. Je dis vendredi parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. On va voir, on va demander. Et c'est pas tu vas bien, c'est comment je peux t'aider. Enfin, des questions ouvertes qui vont montrer aux collaborateurs qui va avoir, on va dire,
un intérêt, vous présentez un intérêt sincère pour lui, ce qui d'ailleurs, dans les théories de l'autodétermination, est un des points hyper importants pour générer de la santé mentale et de la performance. Donc attention, le soutien passif, ça n'existe pas. La disponibilité totale, elle est dangereuse. Deuxième chose, c'est ce qu'on va appeler la clarification précoce des rôles. Moi, je n'ai jamais vu un collaborateur en situation de changement me dire « Adrien, ce dont je flippe, c'est notre stratégie de croissance par acquisition externe. » Ça n'existe pas. Tout le monde te dit « Moi, je flippe depuis avoir mon bureau, mon chef, on m'avait promis une augmentation ou un nouveau job, est-ce que je vais devoir refaire mes preuves ?» On est vraiment dans cette préoccupation dans les 5 mètres qui sont autour de nous. Et puis, quand les gens ont peur ou vous manifestent la peur, dont parlait Noémie, dont parlait effectivement Catherine juste avant, quand ils flippent par rapport à un changement, on a parfois cette croyance qu'ils flippent parce qu'ils n'ont pas compris. Non, mais parfois, ils ont très bien compris, c'est ça qui les fait flipper. Et répéter 10 fois à quelqu'un la même chose en disant « on va vous réexpliquer parce que vous flippez ». Non, flipper, c'est normal. Pardon. Ressentir de l'appréhension en amont d'une situation de changement organisationnel, je vais parler correctement, c'est plutôt normal. Ça veut dire que votre cerveau fonctionne bien. Et celles et ceux qui vous disent « du coup, je vais être réexpliqué 10 fois », ils postulent plutôt que vous êtes un imbécile et ce n'est pas nécessairement ce qui va vous sécuriser. Le troisième processus de changement sain en tant que tel, c'est ce qu'on appelle la gestion des opinions différentes. Vous savez, c'est quand on présente une nouvelle organisation, un projet de déménagement et qu'on dit « vous allez voir, c'est super, on passe de Paris à Rueil-Malmaison, on passe de Bordeaux à, je ne sais pas, on va aller à Toulouse, à Mérignac, à ce que vous voulez ». On dit « regardez, c'est bon ». Mais il n'y a aucun changement qui est intrinsèquement bon parce que ça va résonner en fait avec les trajectoires de vie, de carrière des uns et des autres. Certains vont vous dire « oui, mais moi… » C'était sur la trajectoire de l'école de mes enfants, ça va devenir une vraie galère demain. Oui, ce n'est pas à l'entreprise de se mettre sur la trajectoire de l'école, mais moi, j'avais fondé ma vie comme ça et c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, il ne faut pas oublier que celui qui vous dit « moi, j'y crois pas trop, j'ai des opinions un peu divergentes par rapport au endgame, par rapport à ce vers quoi on tend », ce n'est pas la peine de lui donner des conseils. Tu devrais, il faut, tu dois. C'est oublier que quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'est pas bien, il n'a pas tant besoin d'être conseillé que d'être considéré. Et savoir se mettre en mode tupperware à un moment, alors désolé, le terme n'est pas beau, mais moi, je me considère parfois comme un tupperware vivant, où je suis là pour contenir aussi les appréhensions des autres, parce que le climat de sécurité psychologique, c'est aussi savoir prendre en considération qu'il y a des émotions qui n'appellent pas qu'on leur réponde, mais simplement qu'on leur écoute. Et c'est oublier parfois que plus on va essayer de convaincre quelqu'un, ça s'appelle la polarisation des opinions en psychologie, plus tu essaies de convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, plus vous allez vous polariser, plus vous allez devenir extrême l'un côté et de l'autre. Et en fait, ce qui était censé devenir un dialogue générateur de sérénité et de construction va devenir, on va dire, une somme de monologues qui deviennent assez hostiles l'un envers l'autre. Et puis après, et je promis, j'arrête, mais le dernier processus de changement sain, moi je le trouve hyper intéressant, c'est tout ce qui va être en lien avec la conscience de la diversité des situations. La plus grosse bourde à faire, à mon avis, quand tu es manager sur ce sujet-là, c'est, bon, tu dois réorganiser ton équipe de comptabilité fournisseur, puis tu as des gens dans l'équipe qui te disent, moi, je ne suis pas hyper sûr de ce qu'on a pensé comme process. De toute façon, vous, les comptables, vous ne voulez jamais changer. Alors, Catherine parlait des biais cognitifs. Il y en a un qu'on connaît tous. Un biais cognitif, c'est ce qui nous sert à réduire la complexité du monde. Le monde est beaucoup trop complexe pour qu'on ressente tout. Alors, notre cerveau, il aime ce qu'on appelle un principe d'économie psychique, des autoroutes cognitives, les trucs qui marchent bien. Et celui qu'on connaît très bien, c'est le stéréotype. Il y en a sur le genre, il y en a sur les ethnies, il y en a sur tout un tas de sujets. Le stéréotype, c'est pratique, mais c'est faux, malheureusement, et ça nous fait faire, on va dire, des choses stupides. Et là, nécessairement, raisonner en mettant les gens dans des grands paquets professionnels, c'est systématiquement nier à chacun la possibilité d'être reconnu comme étant un individu, donc un indivisible, alors qu'un groupe est divisible, mais un individu ne l'est pas. Et c'est faire en sorte, effectivement, que chacun puisse être entendu dans sa singularité. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne va pas remailler ça dans l'équipe, mais on a toujours le besoin de se sentir singulier et d'exister dans les yeux d'autrui, pas comme étant appartenant à une communauté, mais comme étant soi-même un individu. Noémie, est-ce que ces postures sont les mêmes quand on est dirigeant? Est-ce que tu dirais que c'est plus compliqué pour les dirigeants que pour les managers? Comment tu vois un petit peu? C'est vrai qu'on oublie souvent de se mettre dans la peau d'un dirigeant. Je retrouve beaucoup de points, en fait, où le dirigeant, c'est un humain. Et c'est peut-être ça le début de la réponse à ta question, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un complexe du super-héros lié à la fonction de dirigeant. Alors, dirigeant, on peut entendre fonction dirigeante, et dirigeant, on peut entendre entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, voilà, chacun entend ce qu'il souhaite, mais en tout cas, dans ces fonctions-là, il y a vraiment une problématique de la perception du rôle. Déjà, on le sait, aujourd'hui, l'entrepreneur a
un vécu existentialiste avec son travail, avec son entreprise. C'est une continuité de lui-même. Voilà, c'est complètement identitaire. Et donc, du coup, voilà, ça rend complexe la notion de vulnérabilité qu'on a pu évoquer tout à l'heure et la notion aussi de cette sécurité, ce climat de sécurité psychologique, puisque, par définition, il ne parle pas de ce qui peut l'angoisser, de ce qui peut lui poser question, des changements qu'il pourrait reconnaître en se disant remise en question, ben là peut-être que j'ai pas bien fait, peut-être que je devrais prendre cet axe-là. Donc on a une énorme difficulté dans la posture du dirigeant à lui-même se créer ce climat de sécurité psychologique. Je dis lui-même parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la solitude statutaire. Souvent, on se retrouve un peu seul au monde, à part si on a la possibilité de discuter entre pairs, de trouver des groupes dans lesquels on va pouvoir échanger. C'est quelque chose qui est de plus en plus commun de différentes manières, mais en tout cas, cette rencontre qu'il peut y avoir mensuellement ou par le biais du mentorat, ça se fait bien aussi aujourd'hui. Trouver un chef d'entreprise qui vient accompagner un autre chef d'entreprise sur des périodes particulières de sa vie d'entrepreneur, qui va permettre de créer ce climat de sécurité psychologique pour que l'entrepreneur puisse aller bien. Pourquoi c'est important que l'entrepreneur puisse aller bien ou le dirigeant puisse aller bien ? Bon, je vais enfoncer une porte ouverte. Est-ce que des parents qui ne vont pas bien et qui sont dans une détresse psychologique sont dans ces moments-là le plus à même de pouvoir accompagner leurs enfants? C'est la même chose et ce n'est pas taper sur les doigts de la personne qui est dans cette situation-là. Attention, ce n'est pas créer de la culpabilité, le but de cette remarque, mais c'est se dire on ne peut pas remplir un verre avec une bouteille vide. Il faut avoir soi-même de l'énergie et quelque chose à donner pour pouvoir apporter ça à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une nécessité, effectivement, dans un premier temps, d'incarner tout ça, de savoir, d'ouvrir la discussion pour le dirigeant, de s'autoriser à être vulnérable, à parler des choses qu'il peut rencontrer, parce que oui, dans une politique de conduite du changement, c'est la galère pour le dirigeant. Il n'y a aucun dirigeant qui pourra vous dire qu'il, sauf effectivement sous couvert d'un certain masque ou d'une certaine posture, mais qu'il l'a vécu en traversant ça les doigts dans le nez. Excusez-moi pour l'expression. Le dirigeant en tant que modèle, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi toute cette notion, alors on parlait, et après je laisse la parole, mais je voulais donner cet exemple puisque j'ai accompagné une chef d'entreprise, grosse entreprise en Polynésie française, qui a rencontré cette étape-là dans sa vie. Elle a connu la dépression suite au Covid et elle en a fait vraiment quelque chose. Justement, elle l'a incarné, elle s'en est servie comme exemple puisqu'elle a pris la parole devant les dirigeants de son entreprise sans avoir particulièrement préparé, vraiment de manière innée. D'ailleurs, elle l'a fait 2 fois avec 2 groupes de dirigeants. Elle ne l'a pas fait de la même manière parce qu'elle ne se sentait pas dans le même climat de sécurité psychologique dans les 2 groupes. Mais en tout cas, elle l'a porté. Elle a expliqué ce qu'elle avait traversé. Elle a expliqué qu'elle avait eu envie de se suicider. Elle a expliqué qu'elle s'était automutilée. Elle a expliqué qu'elle en était allée jusqu'à se taper la tête contre les murs tellement elle souffrait parce qu'elle n'avait justement pas eu l'occasion de parler de ses souffrances. Elle était culture particulièrement brimante, donc du coup c'était extrêmement compliqué pour elle. Elle en a fait gage d'exemple en disant ne restez pas dans cette situation-là, si vous vous sentez pas bien, parlez-en, vous avez la place pour ça à l'intérieur de cette entreprise, le climat est ouvert et la discussion est ouverte sur les sujets, pas ma porte est ouverte. Mais au contraire, on peut en discuter ensemble et on peut en faire quelque chose. Oui, un bel exemple rare, mais oui, très belle. Suffisamment rare pour être cité. Tout à fait. Oui. Et quand on parle de changement, on se dit qu'il y a aussi un état d'esprit qui compte, Catherine. Est-ce que c'est important d'être optimiste ou en tout cas d'essayer de l'être pour peut-être mieux vivre le changement? Et est-ce que c'est inné parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont peut-être plus optimistes que d'autres? Ouais. Alors, je ne veux surtout pas faire d'injonction à l'optimisme, en fait. Faut quand même être clair, l'optimisme, on ne peut pas l'être au quotidien. Ceci étant dit, en France, l'optimisme a un peu moins de lettres de noblesse que le pessimisme. Et ceux qui ont envie d'être optimistes, qui ont besoin de cette posture, parce qu'on a tous des besoins différents, et ben finalement, ils n'osent pas l'être parce que conventionnellement, ça fait moins bien. Moi, je viens du domaine de la RSE, du développement durable. Autant vous dire, quand on potasse les rapports du GIEC pendant 8 ans, on n'est pas très optimiste de nature. Mais il y a la réalité, on peut faire un constat et derrière, en fait, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire que tu te maries quand tu connais le nombre de divorces, que tu ailles sur un cours de tennis, mais pardon, mais c'est vrai, que tu ailles sur un cours de tennis et tu as une chance sur 2 de perdre ton match, que tu mettes en place un plan de transfo.
tu as forcément un ingrédient qui est nécessaire à la vie du quotidien, c'est je fais le postulat que ça va marcher. Par contre, il faut en parallèle des personnes qui nous disent attention danger. En fait, attention, là-dessus, on va aller droit dans le mur. Par contre, c'est un certain type de personnalité et à mon avis, il faut redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme parce que finalement, on n'est pas Madame Irma. Tout à l'heure, tu évoques le 4e point, il y a une question de référentiel aussi. Tu évoques le manager, le collaborateur, on a du mal à se mettre à la place de l'autre et on postule. Et là, tout le monde est en train de postuler. Le manager se dit que la place du dirigeant, c'est meilleur. Le dirigeant se dit « Ah putain, j'aimerais bien parfois voilà, ne pas avoir de soucis économiques et bien dormir. » Et en fait, cette question de se mettre à la place de l'autre qui vient chercher la notion d'écoute qui a été évoquée par tous les deux, elle est importante. Et l'optimisme, c'est aussi se dire de quoi moi j'ai besoin pour agir. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Ceci étant dit, c'est un ingrédient dont on a besoin, à mon avis, dans la société. Mais l'enjeu, c'est pas de faire non plus une injonction. Mais ça, remettre un peu, redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme, me paraît important parfois. Et dans le chat, on a un autre ingrédient dont on n'a pas encore prononcé ce mot, c'est le courage managérial. Est-ce qu'en période de changement, de transformation, c'est peut-être encore plus important d'avoir des managers qui osent soutenir leurs équipes et avoir ce courage dont on peut avoir l'impression parfois de manquer au travail? Il y a un super bouquin de Margot Rambert qui s'appelle Manager, oser le courage, qui est particulièrement intéressant sur le sujet, parce qu'il ne peut y avoir de courage que confronté à la peur, puisque si ça ne se fait pas peur, il n'y a pas de courage qui se mobilise. C'est-à-dire que le sentiment du courage n'existe qu'à travers son corollaire qui est la peur. Et en situation de changement, et notamment de changement organisationnel, on le sait, encore une fois, je recite ce rapport IRES, mais toute restructuration implique de l'anxiété compte tenu de l'opacité que ça représente. Donc systématiquement, ça va générer peu ou prou, un peu plus, un peu moins. Ça dépend de la nature du changement, puis ça dépend des stratégies de coping, enfin, des capacités qu'on va avoir soi-même à faire face à des situations d'incertitude. Mais s'il y a bien un truc que le cerveau n'aime pas, c'est l'incertitude de toute façon. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous citer sur la façon dont il crée du sens à partir de rien. Le courage managérial, il va être particulièrement important, mais là encore, au-delà de juger celles et ceux qui en seraient... qui auraient peu de courage, moi je dis souvent la même chose, la seule fois qu'on peut regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Ton manager, s'il manque de courage, la question c'est quels sont les déterminants du courage qui lui manquent, qu'est-ce qu'on met à sa disposition pour se montrer courageux, parce qu'effectivement le courage managérial, il ne faut pas oublier que les managers sont aussi des êtres humains, aussi subordonnés à un contrat de travail, et être courageux c'est parfois sortir d'une norme prescrite, et c'est prendre le risque de perdre son travail, et ce n'est pas toujours très simple. Ça vient de cœur, logiquement. Donc, il y a vraiment une notion dans le courage, je trouve aussi, d'accepter d'être qui l'on est vraiment. Alors, moi, je vais refaire le parallèle avec le dirigeant, mais c'est ça aussi, c'est accepter à un moment donné d'être complètement authentique et de faire preuve de courage parce qu'il y a des décisions difficiles. Et quand on parle de courage managérial, ça peut être la décision de mettre fin au contrat de quelqu'un, ça peut être la décision de prendre quelqu'un dans son bureau pour lui expliquer voilà, certaines choses qui sont importantes pour le reste de l'équipe. Ça peut être des décisions difficiles, en tout cas, surtout dans le cadre de la thématique de transformation qu'on aborde aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas bien ou mal ce que l'on fait tant qu'on le fait avec le cœur et avec respect. Donc, oui, c'est un mot qui est très lié pour moi justement à la vulnérabilité. Et je rajouterais par rapport à ce que tu dis que je souscris complètement. C'est en situation de changement spécifiquement pour le manager, différencier ce qui est sain de ce qui est agréable, sain S-A-I-N. Parce qu'il y a des doux mensonges. Mais les doux mensonges, alors effectivement, ils te protègent quand tu les nommes, quand tu les énonces, parce que tu ne mets pas autrui dans une situation délicate. Donc, c'est agréable à entendre, mais c'est malsain pour la personne, pour la relation et pour le travail. Différencier le sain de l'agréable en situation de changement, c'est encore une fois, cette phrase, vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie, parce que la vraie tristesse, elle implique une lucidité. Oui, nous allons déménager là-bas. Oui, c'est pour faire des économies. Oui, on en a besoin pour faire survivre l'entreprise ou pour investir dans l'outil de production. Ce n'est pas nécessairement très agréable, mais c'est peut-être beaucoup plus sain. Et il ne s'agit pas d'être gentil ou sympathique. Il s'agit d'être respectueux du droit, notamment, dont tu parlais, des personnes, dont tu parlais, Noémie, avec justice et justesse. Le courage managérial en situation de changement, il n'est pas de chercher à faire plaisir, il est de chercher à permettre aux uns et aux autres de continuer à travailler dans de bonnes conditions, parce qu'en fait, il ne s'agit que de ça. J'ai eu hier justement en entreprise, je pense qu'aussi le courage managérial, c'est aussi parfois de prendre la décision de traiter les situations individuelles et pas tout le temps de manière collective. Je m'explique. C'est très souvent dans les entreprises qu'on peut rencontrer des cas où il y a des personnes, cas de harcèlement ou, si on ne porte pas le mot harcèlement
de maltraitance qui peuvent être créées ou des conflits en interne. Par exemple, on parlait de violence externe, donc incivilité de la part des clients ou même en interne entre collègues. On va se dire, on va mettre les gens vous avez du mal, c'est toujours pareil. Hein. Ah, on vous sent en difficulté, donc tout de suite, on trouve une solution au lieu de laisser les personnes s'exprimer qui peut-être se sentent en difficulté ou ont juste besoin de dire que cette situation, ça les touche, cette situation, ça les rend tristes, cette situation, ça les met en colère. On essaye directement de trouver une solution. Ah, on va te faire faire une formation gestion de l'incivilité. Ah, on va te faire faire une formation, on va faire une formation au groupe prévention du harcèlement. Et en fait, ça irrite les gens. Ça irrite profondément les gens parce que, par exemple, si c'est le cas d'une problématique de harcèlement, traiter la situation au niveau collectif alors qu'elle est individuelle parce qu'on manque de courage pour convoquer cette personne ou pour traiter le sujet de manière individuelle, ça crée un sentiment d'injustice. Et ça, Adrien en parlera bien mieux que moi, ce que ça peut créer aussi derrière. Et la même chose sur la notion des incivilités. Oui, il y a de plus en plus d'incivilités, mais parfois, c'est aussi écouter ça, ne pas nier le fait que certains postes sont vraiment sujets à ça, confrontés à ça au quotidien, et dire aux gens, c'est normal ce que vous ressentez, au lieu d'essayer de les former à la gestion de conflits. Ils ont peut-être déjà toute l'expérience d'ailleurs nécessaire sur le terrain, puisque c'est eux qui le traitent dans la vie de tous les jours, mais d'écouter aussi la souffrance des gens sans essayer tout de suite de mettre directement une solution, de faire taire un peu la problématique, alors que parfois elle a juste besoin d'être entendue. D'ailleurs, d'un point de vue psychologique, ça porte un nom, ce mécanisme-là, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui évoque une problématique et où tu lui réponds « on va faire ça ». C'est-à-dire que tu n'écoutes pas sa problématique ni le ressenti, mais tu es sur une hypercentration sur la solution. Ça s'appelle être apathique. A, c'est un privatif et l'apathie, c'est-à-dire que tu n'as pas écouté et pris en considération ce que tu as dit autrui, tu t'es hyper centré sur la solution. Ça crée une frustration puisque tu n'as pas été considéré, on ne considère que la solution. Et cette frustration, elle va générer de l'agressivité. Il y a 4 cibles possibles à l'agressivité humaine. L'autre, tu vas lui dire, mais tu ne m'écoutes pas, t'es qu'un… Voilà. Donc, nécessairement, ça ne va pas faciliter le solutionnement du problème. 2, l'agressivité contre soi. Si on ne m'écoute pas, c'est que je suis nul, que je n'ai pas de valeur et que vraiment, je suis un bon à rien, ce qui n'est pas très bon là non plus pour solder les problèmes. L'agressivité contre les objets. On rentre dans les toilettes, on met un grand coup de pied pour se défouler. On a tous connu ça à un moment de notre vie. Et puis, dernièrement, ce qu'on oublie trop souvent, l'agressivité contre le travail. Et l'agressivité contre le travail, c'est une forme de piraterie, dit-on en psychologie du système. Et tu vas avoir davantage de vols, davantage de malversations, davantage de grève du zèle, une chute de la motivation. Et en fait, cette apathie, elle est systématiquement nocive à l'intégralité des sphères des situations de travail. Et tu parles de courage managérial, mais parfois le manager ne peut pas grand-chose. C'est aussi ça, il y a quand même un sentiment qui peut être de frustration, de conflit de valeurs. Et il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé jusque-là, c'est la souffrance managériale. Parce qu'on est bloqué, parce qu'on ne sait plus quoi faire et parfois aussi oser se poser la question, est-ce que j'ai envie de rester à mon poste? Et je crois qu'il faut oser ouvrir cette question en se demandant, mais est-ce que j'aime être manager? Moi, à titre perso, j'ai une équipe, je ne me pense pas bonne manager, je ne sais pas gérer le temps, donc je me connais, je connais mes limites, je sais ce que j'impose aussi à mes équipes. La vie fait que j'ai des équipes, mais aussi se poser la question lucidement, est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça répond à mon besoin personnel? Et de se dire, ok, peut-être que j'ai envie de faire autrement, de changer d'entreprise, ou de faire autre chose, mais oser se poser la question lucidement si on se rend compte qu'il y a souffrance. Et pour justement réussir, Catherine, quand on parlait d'écoute, on se dit aussi qu'entre guillemets, en prévention, ou en tout cas même en situation de changement ou plus largement, c'est la qualité des liens qui va faire aussi qu'une équipe va peut-être mieux vivre le changement. Ouais. Alors moi, je suis très, très affolée sur le lien d'un point de vue général dans la société. T'évoquais tout à l'heure la Polynésie. À un moment donné, moi, j'intervenais à Los Angeles où on me disait, maintenant, il faut donner des cadeaux aux collaborateurs pour qu'ils reviennent sur site. C'est-à-dire que je faisais une conférence, on m'a demandé si j'avais des goodies à leur donner pour qu'ils viennent sur site. On en est là. On en est là. Non, mais en fait, ça nous paraît ubuesque aujourd'hui, mais on en était là et ça, c'était avant Covid. À Los Angeles, on m'expliquait, tu regardes Netflix plus Uber Eats, ça fait qu'il y a beaucoup moins de monde dans les rues, dans les centres commerciaux. Est-ce que ça va se réguler? Je ne sais pas. Mais on est quand même dans une société qui tend à l'isolement. Tes algorithmes digitaux te font voir ou ne pas voir un sujet. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui me découvrent le mot QVT. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui me demande qu'est-ce que c'est que la QVT. Là, moi, j'ai l'impression que c'est absolu pour tout le monde. Et j'ai l'impression de parler que de ça. Mais il y a encore des gens qui ne le connaissent pas. Nos algorithmes digitaux peuvent nous faire passer complètement à côté d'autres sujets. Aujourd'hui,
Tout à l'heure, tu parlais de la polarisation, mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, on peut liker les commentaires. Donc, tu as un post, tu as les commentaires qui tombent sur le dessus, sur les commentaires les plus likés, qui sont les plus polarisés. C'est-à-dire, bande de grands crétins, c'est pas un sujet où les mecs, de toute façon, vous voyez. Et donc, on rentre dans une société où le lien, déjà, sociétalement, est en train de s'effriter. Et comment est-ce qu'on recrée du lien à l'intérieur de l'entreprise sans que ce soit des belles paroles? C'est tout simplement parce que c'est un besoin qui est inhérent à l'humain. Voilà, le soutien, enfin, vous l'avez évoqué, c'est sourcé, c'est la recherche, mais notre société, en fait, ne se rend pas compte de l'impact du monde dans lequel on est en train de vivre. Alors oui, on peut se dire, Uber Eats, moi, au fin fond de ma campagne en Normandie, c'est sûr, ils n'arrivent pas encore. Mais si on pense un peu en prospective, combien de temps, en fait, avant qu'on doive donner des cadeaux aux collaborateurs pour qu'ils reviennent sur site? On en parlera dans quelques années. C'est un vrai questionnement, le lien, aujourd'hui. Ouais. Et autre chose qu'on entend souvent, Adrien, on dit, mais quand il y a un changement, une transformation, il n'y a qu'à motiver les équipes, quoi. T'es manager, c'est ton rôle, non, de motiver les troupes, de les embarquer. Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on imagine, enfin, on a le contrôle sur le monde extérieur. Ta voiture est cassée, tu l'emmènes chez le garagiste, tu as le contrôle sur ce qui se passe et on aimerait avoir le même contrôle sur notre vie intérieure, ce qu'on appelle en psychologie l'illusion du contrôle émotionnel. J'ai peur, il faut que j'arrête d'avoir peur. N'essayez pas ça à la maison puisque vous n'allez pas y arriver, ça se saurait. Donc, du coup, ça va vous faire encore plus flipper en disant oh, « je ne réussis pas à contrôler ma peur, du coup, j'ai encore plus peur ». C'est comme ça que ça fonctionne, l'illusion du contrôle émotionnel. On aimerait contrôler notre monde intérieur comme on contrôle notre monde extérieur. Et en fait, on voudrait aussi prescrire, Fabienne, certaines choses chez les gens. L'adhésion au changement, il faut que tu adhères. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas prescrire chez autrui, le respect, l'adhésion au changement, même l'amour. Enfin, pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, rentrez chez vous ce soir et dites à celles et ceux, enfin la personne, celles et ceux, si vous êtes dans le polyamour, mais ça vous vaudra d'autres sujets et une autre conférence, en tout cas, bien, à mon avis, d'assez grande déconvenue. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas rentrer ce soir chez vous et dire à la personne que vous aimez, mon chat, ce soir, tu as intérêt de m'aimer. Alors déjà, si vous l'appelez habituellement mon chat, sinon ça va générer d'autres problématiques. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas lui dire, ce soir, tu as intérêt de m'aimer parce que je vous promets une soirée difficile. On ne peut pas prescrire chez autrui certains types, on va dire, de sentiments, de sensations ou d'émotions. En revanche, on peut générer des conditions qui vont favoriser l'émergence justement d'une adhésion au changement. Une des plus grandes erreurs que moi je trouve souvent lorsque j'accompagne plutôt des grandes entreprises sur les gros projets de change, de transfo et autres, on me dit bon là, est-ce que vous pouvez nous aider un peu sur la com, le Comex va parler. Alors je dis c'est quoi l'enjeu? L'enjeu c'est de les convaincre. J'ai déjà dit l'enjeu c'est de les convaincre, on va passer à côté du truc parce que la conviction c'est pas vous qui allez la générer, c'est eux qui vont la ressentir en tant que telle. Et si vous vous imposez un objectif sur lequel vous n'avez pas de moyens, nécessairement tout le monde va finir frustré. Il s'agit aussi de faire en sorte que l'esprit humain il chemine. On va avoir une composante temporelle dans le fait, l'adhésion au changement, ça nécessite du temps, ça nécessite de passer par tout un tas d'étapes qui n'est pas la courbe du deuil. La courbe du deuil d'Isabelle Kubler-Ross a été débunkée il y a plus de 25 ans. On ne devrait plus apprendre ce genre de trucs dans les entreprises. Désolé pour celles et ceux que ça froisse, mais ça n'existe pas comme ça et ça a été débunké en psychologie depuis bien longtemps. Mais ça n'est pas pour autant que c'est inintéressant de comprendre qu'on passe par différents types d'étapes et qu'on ne peut pas prescrire l'adhésion. On ne peut que donner des conditions qui vont générer chez autrui l'appétit d'avancer vers la situation de changement. Et pour donner cet appétit, Noémie, est-ce que peut-être s'intéresser au sens, le pourquoi on fait les choses, pourquoi on change, pourquoi on se transforme, est-ce que c'est aussi une clé peut-être essentielle? C'est le sens. Je trouve que ça fait bien du lien avec ce que Adrien vient de nous donner comme exemple. Il y a, à mon avis, 3 postures de la part du dirigeant à avoir dans la conduite de changement. Ça va être tout ce qui est lié à l'empathie. On en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Le fait de se mettre à la place des autres, se mettre à la place des collaborateurs. L'exemple qu'Adrien a donné, c'était un exemple que j'avais exactement en tête. J'ai accompagné une entreprise qui changeait de locaux, des super locaux, des nouvelles technologies. C'était super content, le comité de direction. On va les mettre bien, nos collaborateurs. Sauf que dans les collaborateurs, il y avait des mamans qui avaient choisi la nourrice à côté de leur ancien endroit de travail, leur ancien milieu professionnel, et que ça changeait toutes leurs habitudes. Donc, la balance avantage-inconvénient n'était pas la même pour ceux qui pilotaient le projet que pour les collaborateurs qui le vivaient au quotidien. Donc, l'empathie de la part du dirigeant, se mettre à la place de ses collaborateurs, le vie ma vie, c'est super important. La deuxième notion, c'est la clarté.
quand on donne un message, le message doit être effectivement clair pour qu'il n'y ait pas de confusion, d'incertitude, parce qu'il n'y a rien de plus anxiogène que d'avoir de l'incertitude et de ne pas savoir où l'on va. Mais c'est pareil, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Puis après, il y a la notion de la connexion. Et la connexion, ça fait le lien avec ce que Adrien pouvait dire et ça fait aussi le lien avec ce que Adrien fait très bien, donner du sens aux histoires. Adrien, il donne beaucoup d'exemples tout le temps, des images très fortes. Et en fait, c'est ce que le dirigeant, pour donner du sens, doit être à même de faire quand il explique que voilà, on doit convaincre. Eh bien, il faut raconter une histoire, pas une fausse histoire, mais l'histoire qu'on est véritablement en train de vivre, l'histoire qui nous fait vibrer dans ce changement justement qu'on est en train de mener, puisque c'est le fait de raconter cette histoire et que cette histoire, les collaborateurs y adhèrent parce qu'elles y trouvent du sens, qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir emmener justement ce bateau, tu as dit embarquer, je trouve que l'image est très belle, on va pouvoir être le capitaine et que le bateau va pouvoir prendre la mer dans les meilleures conditions. Très bien. Adrien, tu vas réagir? Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes. En psycho, il y a un concept qu'on appelle readiness for change, c'est-à-dire les déterminants humains du succès des transformations organisationnelles. Et dans le readiness for change, il y a toute une composante sur la communication. Et c'est exactement ce que tu dis, Noémie. On sait que scientifiquement, il y a 4 déterminants d'une communication efficace en situation de changement. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit fréquente et il faut qu'elle soit ouverte. Je prends juste 30 secondes pour expliquer. Claire, tu l'as fait très bien et avec clarté, d'ailleurs, Noémie, je ne reviens pas dessus. Fréquente, c'est un peu comme quand tu fais un marathon. On ne peut pas te dire, allez, on siffle le départ et au bout de 42 km, c'est fini. Il faut que toutes les 5 km, tu aies un marquage au sol qui te dit, hey, on a déjà fait tout ça. Parce qu'en fait, l'esprit humain, il est très fait pour voir ce qui va bugger demain, mais pas tout ce que tu as réussi hier. Et donc, Claire, fréquente pour qu'on sache, hey, les gars, on a déjà fait tout ça. Vous en avez été capable. On est encore vivant. On est encore là. Claire, fréquente, sincère. Je prends un exemple que moi j'ai vécu récemment. J'ai un client qui est un grand vendeur de produits en France qui a dit à ses équipes juste après le Covid, en fait, on va arrêter les méga locaux dans le 93, ça nous coûte une blinde. On va prendre des locaux beaucoup plus petits, on va se mettre en flex office. En revanche, on ne vous prend pas pour des jambons. On le fait pour des raisons économiques. On ne vous dit pas que ça va casser des silos, que l'open space, c'est mieux, parce qu'on sait que c'est faux. Enfin, je veux dire, toutes les études montrent que c'est faux, donc on ne va pas vous prendre pour des imbéciles. Si on le fait, c'est qu'on a besoin de récupérer de la marge, et cette marge, on va la réinvestir là-dedans et là-dedans. Et bizarrement, les syndicats et les patrons étaient hyper contents en disant, mais ils ont voté oui. Et quand on posait la question aux syndicalistes, alors d'habitude, vous ne votez jamais oui sur les accords, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, mais vous avez été sincères. Vous ne nous avez pas dit que c'était pour notre bien-être, notre QVT. Vous nous avez dit qu'il faut qu'on récupère de la marge. Et cette marge, on la réinvestira notamment dans des projets QVT, mais pas que. Mais claire, fréquente, sincère et surtout, ce qu'on appelle ouverte en psychologie, c'est que c'est pas il ne faut pas informer ses collaborateurs en situation de changement. Cesser de les informer. Il faut qu'on soit dans une logique de communication. Et la communication, c'est bilatéral. Et ça implique que les gens aient le droit de questionner ton message. Parce que si tu n'es pas questionnable sur le sens de ton changement, ça veut dire que le truc, tu l'as décidé sur un coin de table après 3 bières. Enfin, c'est quelque chose qui nécessairement n'a pas été pensé, réfléchi. Si ça a été pensé et réfléchi, tu dois être en capacité à l'argumenter. Et si tu es chef d'entreprise, moi je suis chef d'entreprise, j'ai 21 personnes avec moi, si je ne suis pas capable d'expliquer le rationnel de mon projet, alors manifestement, c'est probablement à moi de me remettre en question sur les déterminants de ce vers quoi j'emmène ma boîte. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. On est encore avec vous pour une bonne dizaine de minutes. Donc, je regarde et j'en profite aussi parce qu'il y a plein de messages qui nous remercient pour la qualité des échanges. Et on a même quelqu'un qui nous dit que c'est un talk très instructif et que du coup, elle voudrait passer le replay pendant un comité de direction en plein chantier sur le changement. Donc, on se dit qu'on est utile et ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je me fais votre porte-parole avec grand plaisir. De mon côté, j'avais une dernière question. S'il y a un écueil à éviter, vraiment en situation de changement de transformation pour les managers, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Un écueil chacune. Moi, pour revenir sur la notion de sens juste avant, en fait, le sens, c'est aussi un mot qui est polysémique. Tu vois, ça veut dire la direction vers où on va, mais c'est aussi nos ressentis au quotidien. Et de ne pas oublier que les collaborateurs sont aussi des humains, que de temps en temps, tu fites bien avec ton collègue d'en face, que tu as des relations interpersonnelles qui ne marchent pas parce que tu ne partages pas grand-chose. Alors oui, tu peux être ouvert à l'autre, mais il n'y aura pas, c'est toi qui l'évoques régulièrement, cette notion de supplément d'âme. Et donc, de ne pas se penser d'avoir des super pouvoirs parce qu'il n'en a pas. Et aussi, une entreprise, c'est un organisme vivant, ça change, ça bouge. Et accepter peut-être d'être en position d'humilité, et de ne pas avoir un absolu de réussite en se disant, oui, je vais essayer de faire au mieux, mais l'échec est aussi dans la donne et ça ne sera peut-être pas marrant, mais je ne peux pas non plus tout solutionner.
Moi, j'en ai deux, j'ai le droit. Allez. J'en ai un premier qui est l'ADN de ce que j'ai pu créer au sein du cabinet, qui est ne pas oublier dans cette politique du changement, dans cette conduite du changement, la santé du dirigeant. Voilà. Message pour les dirigeants, mais pour les collaborateurs aussi, ne pas oublier que le dirigeant qui mène ça est un humain et pas un super-héros. Et pour le dirigeant lui-même, n'oubliez pas que vous êtes un humain et pas un super-héros. C'est le même message, mais avec deux lectures différentes, parce qu'on a beaucoup d'a priori sur ce que doit être un dirigeant aussi. Hein. On le voit de par les partis politiques, sur l'image que le dirigeant peut avoir. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Et il y a aussi cette posture du dirigeant. Autorisez-vous à ressentir des choses, et ça fait le lien avec le deuxième écueil. L'écueil serait d'ignorer la vulnérabilité, ce qui freinerait l'innovation dans ce changement, ce qui freinerait aussi l'engagement des collaborateurs. Donc, accepter et mûrir cette notion de vulnérabilité pour toutes les strates de l'entreprise, du dirigeant aux salariés, accepter de faire part de ses préoccupations, de faire part de ses peurs, de faire part des points sur lesquels on sent qu'on a besoin d'aide, d'amélioration, de soutien. Voilà, ça doit être quelque chose qui fait partie intégrante de la transition pour moi. Ouais, je partage ce point-là. Je rajouterais qu'effectivement, le but du jeu, c'est pas de chercher du consensus, mais d'y préférer le consentement. Parce que globalement, le consensus, ça voudrait dire qu'on a trouvé le meilleur projet, la meilleure cible organisationnelle, la meilleure transfo. Mais c'est jamais vrai. C'est-à-dire que dans la vie, on fait jamais les meilleurs choix. On fait des choix et on les rend bons a posteriori. Si tu attends toujours que ça soit le meilleur choix, tu resteras célibataire toute ta vie et tu n'achèteras jamais ton premier appart parce que il y aura toujours mieux ailleurs. Et si choisir, c'est renoncer, c'est renoncer à toute la somme des autres projets à un moment. Et se dire on attend que tout le monde soit OK pour changer, c'est la meilleure façon de ne jamais rien faire, et les concurrents, eux, le feront. Hein. Donc, si on veut là encore faire perdurer la raison d'être de la boîte, on prend une décision, mais dans la communication qu'on a vis-à-vis des équipes, on a la possibilité de dire on a pris la décision qui nous semblait la meilleure à ce moment-là, parce que je prends un exemple concret, un changement d'orga. Tu réorganises ta fonction RH ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier qu'une orga, ça n'est qu'un outil au service de la création de valeur. C'est une truelle. Et en fait, si au bout d'un moment, la truelle est cassée, si elle ne marche plus pour monter ton mur, tu la changes, c'est pas grave. L'outil, il n'est pertinent qu'en fonction de l'utilité ou de l'usage qu'on va en avoir. Donc, le plus gros écueil, ça serait d'attendre d'avoir un consensus et plutôt d'y préférer un consentement, mais un consentement lucide qui implique de se dire que le jour où ce projet ne fonctionnera plus, on en changera à nouveau, parce que c'est la vocation d'une entreprise. Tu parlais, Catherine, de cette espèce d'organisme qu'est l'entreprise, d'organisme vivant. La vocation de la vie, c'est de s'adapter systématiquement. En psychologie, on différencie la rigidité psychologique de la flexibilité psychologique. La flexibilité, c'est savoir faire face aux vicissitudes du quotidien en s'y adaptant, et c'est plutôt un signe de très bonne santé mentale. On a une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous sentez que c'est une crainte pour les managers dans les entreprises? Et est-ce que on a quelqu'un qui fait notamment un mémoire de recherche là-dessus qui nous dit est-ce qu'il y a des choses qui sont anticipées? Est-ce que c'est déjà dans le quotidien? Et est-ce que quand on parle de changement, de grosses révolutions en vue, l'intelligence artificielle, ça vous parle? Catherine, je te sens bien sur le sujet. Ah ouais, moi j'ai passé quelques nuits sur le sujet de ChatGPT, mais c'est hyper intéressant. Par exemple, nous quatre, on est auteurs. J'ai installé des prompts. Alors, pardon de parler un peu de façon complexe sur ChatGPT. Tu peux écrire un livre en un clic. Mais le livre, il est bon. Non, mais parce qu'il lit toutes les études dans toutes les langues, il traduit. Donc, tu peux toi-même t'inquiéter en te disant, mais vers quoi je vais? La dernière fois, ça m'a fait rire parce que tu as aussi un designer qui disait ChatGPT marchera le jour où les clients sauront bien définir leurs demandes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, en fait, face à l'intelligence artificielle, on peut tout voir, et il y a un postulat, est-ce qu'on en a peur, est-ce qu'on n'en a pas peur? Là, je crois que les entreprises commencent à s'inquiéter, notamment dans la veille concurrentielle, parce que comme il y a plein de collaborateurs qui se rendent compte de la puissance de l'intelligence artificielle, ils sont en train de mettre les données de leur boîte dans la machine, dans ChatGPT. Donc, en veille concurrentielle, ça peut être intéressant. Donc, on commence, ça émerge. Je trouve que le sujet n'est pas du tout assez pris aujourd'hui parce que c'est une guerre un peu de l'outil. Ceci dit, un outil reste neutre. Donc, la question, c'est encore qu'est-ce qu'on en fait? Et si personne ne pense l'outil à des fins, entre guillemets, vertueuses, parce qu'on est tous capables d'imaginer le pire. À peu de choses près, tu as plein de monde qui a vu Black Mirror. Le pire des robots de l'intelligence artificielle, on est capable de l'imaginer. Si personne n'est capable d'imaginer le souhaitable de l'intelligence artificielle, ça va aller au pire. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, personne ne s'est questionné. Ça fait 20 ans qu'on est en train de nous demander de prouver qu'on n'est pas un robot. On prouve à un robot qu'on n'est pas nous-mêmes un robot. Non, mais
tout ça, c'était questionnable il y a déjà 10 ans et personne ne s'est posé la question, tiens, je suis en train de montrer un robot que je suis un robot. Voilà, donc pour moi, c'est ongoing. J'ai l'impression qu'on est très, 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 très en retard et qu'on ne s'en empare pas assez. Et je le vois dans certaines rédactions où ils me disent non, je ne regarde pas parce que ça me... changement, ça me fait mal de le voir. Donc je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Par contre, je pense qu'il faut que tout le monde l'explore pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir demain. Oui. Et je fais un peu de teasing. Ce sera le dossier de courrier cadre de cet été qui sort début juillet. Donc sur comment l'intelligence artificielle bouleverse déjà nos manières de travailler et en quoi ça peut peut-être aider aussi au quotidien, mais pas sans limite et sans cadrage. Donc, du coup, il sera en kiosque début juillet. On a une autre question sur un poste, le poste de change leader. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, la personne nous dit celui qui explique aux autres les tenants et les aboutissants d'un changement, l'organisation, le projet. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit un change leader? Alors, je ne sais pas si on en a besoin. Moi, en tout cas, j'en ai vu l'utilité. Enfin, je travaille avec une grande entreprise qui fabrique des yaourts partout dans le monde, où ils ont des transformation leaders et qui sont des gens qui sont spécifiquement formés sur ces sujets-là, à la fois dans les postures, c'est-à-dire dans l'accueil des émotions, la prise en considération de la sécurité psychologique dont vous parliez toutes les deux juste avant, qui sont là aussi pour faire beaucoup de démarches participatives. Parce que le but du jeu, quand tu mets en place un changement, c'est de faire en sorte pour générer de l'adhésion. Tu n'adhères jamais mieux à ce que tu as toi-même produit quelque part. Et en fait, ils font beaucoup de workshops, ce qu'ils appellent Hopes and Fears, où ils vont permettre aux collaborateurs, aux collaboratrices d'exprimer leurs espoirs, leurs craintes, leurs peurs. Ils font des études de faisabilité humaine sur les changements. Et en tout cas, dans cette entreprise-là, je sais que c'est une fonction qui est appréciée. C'est une fonction qui est plutôt utilisée par des seniors HR qui sont plus anciens, plus expérimentés. Je ne sais pas si c'est nécessaire partout. En tout cas, moi, celles et ceux que j'ai vus travailler étaient des gens de qualité, bien formés et qui facilitaient indéniablement le vécu du changement. Très bien. On nous demande est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans la conduite du changement? Est-ce que la manière d'aborder les transformations, le changement, justement, les manières ont elles aussi changé ces dernières années? Est-ce que vous avez un peu de recul là-dessus sur est-ce qu'il y a aussi des nouveautés dans la manière d'aborder les choses? Je pense qu'il y a plein de nouvelles façons de percevoir les choses. On en découvre tous les jours. Il y a une phrase aussi qu'a prononcée Adrien récemment sur le fait que c'est pas parce que c'est nouveau. Oui. Tu peux me la redonner, celle-ci, elle était quand même exceptionnelle. Je sais plus, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le nouveau ne se substitue pas au bien. C'est-à-dire que toute nouveauté n'encapsule pas la notion de progrès. Ça peut être nouveau et nul. Et très bien. Et non, c'est ça, mais parce que la nouveauté en soi n'est pas porteuse d'une valeur intrinsèquement positive. On voit dans la littérature scientifique, en revanche, qu'il y a il y a des vrais progrès sur le sujet. Je suis hyper content. Moi, je fais partie d'une équipe de recherche avec l'Université de Tours sur un laboratoire qui s'appelle Calypsy, sur le Readiness for Change. On va sortir là, dans quelques semaines, le premier article en langue française sur la validation d'un outil de mesure du Readiness for Change validé scientifiquement, parce qu'on a aujourd'hui une littérature scientifique qui met en lumière qu'on a des déterminants du succès des transformations organisationnelles. On ne l'a pas dit. Et je souscris à ce que disait Noémie il y a quelques instants. Il y a une étude qui montre que 80% des changements organisationnels, ils foirent. Et en tout cas, ils n'apportent pas les résultats escomptés. Je vais parler plus joliment. Ils n'apportent pas les résultats escomptés. Et quand on se pose la question de pourquoi, à 80%, c'est qu'on a négligé la composante humaine. On pense à l'impact business, à l'impact marketing, à l'impact opérationnel, à l'impact supply chain. On ne pense pas nécessairement à l'impact d'un point de vue humain. Et voilà, cocorico, les Français à Tours sortent une étude sur le premier questionnaire validé en langue française sur le Readiness for Change. Donc, amis spectateurs et auditeurs, emparez-vous de tout ça, faites passer le questionnaire. Il y a une notion de transformation et qu'il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent. Donc forcément que aujourd'hui, ça évolue, puisqu'il y a des questions qu'on ne se posait pas il y a 10 ans, qui aujourd'hui ont leur place au sein de l'entreprise. Je pense à Catherine qui travaille sur la RSE, à mon avis, sur l'évolution des sujets, tu les vois tous les jours. Donc naturellement, comme pour tout, ça évolue. Puis la question, du coup, elle a plein de facettes. Moi, je vais parler du sujet de la santé mentale. Très clairement, c'est dans toutes les bouches. On en entend parler tous les jours. C'est un terme qui est énormément galvaudé. Il ne faut pas me lancer trop sur ce sujet-là maintenant. Mais du coup, c'est un sujet
donc qu'on aborde, mais qui pourtant n'est que très rarement traité de manière profonde. Donc oui, les choses avancent. Oui, il y aura à nouveau des nouvelles notions, des nouveaux critères à prendre en compte dans toute cette politique de conduite du changement et cette transition. Et en fait, heureusement, c'est ce qui fait qu'on aura toujours de la réflexion sur le sujet et que ChatGPT, pour faire la transition nous aidera peut-être aussi beaucoup. Et à sa place, oui. Et il y a une dernière question. On n'a pas abordé cet angle-là, donc je trouve ça très intéressant. L'angle des générations face au changement. Est-ce que les jeunes c'est Adrien sur ce sujet-là, plus réfractaires au changement ou pas? Est-ce qu'il faut adresser ce sujet-là selon les générations? Adrien, fais-toi plaisir. C'est sympa de m'agacer juste à la fin. Franchement, c'est cool. Bon, deux choses. Premièrement, je vais commencer par être un garçon consensuel et agréable. On sait que les traits de personnalité varient peu au cours de la vie, mais qu'il y a un trait de personnalité qui varie avec le début de la sénilité. C'est effectivement la capacité à tolérer facilement les changements. Donc ça, je le reconnais, mais avec le début de la sénilité. Normalement, ça n'arrive pas quand tu es en situation de travail. pareil. Toute question sur la réforme des retraites est mise de côté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des études qui montrent qu'à chaque fois qu'on prend en considération l'angle générationnel pour manager, on ne fait qu'une seule chose, c'est qu'on renforce les stéréotypes liés à l'âge. Il n'y a pas de différence générationnelle dans les situations en lien avec le travail, mais parce que j'entends déjà et j'imagine certains dire « bah oui, mais quand même, on voit des différences aujourd'hui par rapport à hier ». Et vous avez raison. Parce qu'en fait, les différences, elles sont transgénérationnelles. Ce que l'on peut dire, c'est que les salariés de 2023, qu'ils aient 25 ou 50 ans, ils ont des attentes en lien avec le travail qui ne sont pas les mêmes qu'on avait dans les années 80. Mais c'est transgénérationnel. Quand on a 50 ans aujourd'hui, on ne se lève pas en disant si j'avais un boulot pourri et des conditions de travail dans lesquelles je me fais humilier. Enfin, personne ne rêve de ça au quotidien. Donc, la réflexion générationnelle entérine et ancre des stéréotypes liés à l'âge qui rendent encore pire ce modèle de management générationnel. En revanche, globalement, rappelez-vous bien qu'une des seules théories scientifiques en psychologie qui est validée de façon transculturelle, c'est la théorie de ce qu'on va appeler les besoins fondamentaux de l'être humain en situation de travail. Il y en a toujours trois. Celles et ceux qui nous écoutent, Deci et Ryan, allez voir ça, la théorie de l'autodétermination. Autonomie, compétence, affiliation. On me laisse la possibilité de m'organiser comme je le souhaite à peu près, dans un cadre précis, puisque autonomie n'est pas indépendance. Autonomie, compétence, on me challenge, on me laisse la possibilité d'incarner, de mettre en musique ce que j'ai appris à l'école de la vie ou à l'école de la République. Autonomie, compétence et affiliation. Alors, les psys aiment bien les mots compliqués pour se donner l'air malin, mais en gros, c'est la qualité du lien qui t'unit aux autres. Et en fait, si vous êtes un manager et que vous avez envie de susciter de la motivation, pas de la créer, de la susciter chez autrui, de donner des bonnes conditions de travail et de favoriser l'adhésion au changement, donner de l'autonomie, challenger la compétence pour qu'on puisse la développer et permettez une qualité du lien dont parlaient Catherine et Noémie juste avant. Et là, vous avez l'assurance que vous aurez des clés bien plus utiles que des clés générationnelles. On ne peut pas, et après je vous jure, je me tais, mais on ne peut pas différencier ou opposer théorie et pratique. Moi, j'enseigne dans 3 universités. Je dis toujours à mes étudiants cette phrase de Kurt Lewin qui disait rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Parce qu'en fait, la théorie sans la pratique, c'est une poule qui court sans tête. La pratique sans la théorie, c'est une tête qui court sans poule. Dans les deux cas, c'est ridicule. Et c'est en faisant le lien entre les deux qu'on va pouvoir gérer correctement tout ça. Mais ça va nous faire une très bonne conclusion parce que du coup, il va être l'heure de prendre une pause. Ça aussi, c'est important quand on parle de bien-être au travail, de qualité du lieu de travail. Je vous remercie sincèrement tous les trois parce que du coup, c'était un plaisir de vous écouter et on a d'excellents retours dans le chat. Donc, ça prouve aussi que ça a été très utile. Ça a parlé à beaucoup et beaucoup sont intéressés par le replay pour le diffuser dans leur entreprise. Donc, on en est vraiment ravis. Donc, merci Noémie. Merci Catherine. Merci Adrien. Oh, c'est joli d'écrire pour finir, j'adore. Merci à vous parce que vous avez été très dynamique aussi dans le chat et sans vous, ça n'aurait pas eu la même saveur non plus. Donc, un grand merci à vous. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de CDI Média très rapidement. Donc, vous pourrez le garder et le re-regarder encore avec plaisir. Et j'en profite aussi pour vous donner rendez-vous sur Courrier Cadre, le site internet, mais aussi en kiosque. Et le numéro qui est en kiosque est justement avec un super dossier qui est managé quand ça va mal et où vous retrouverez notamment des conseils d'Adrien et avec plein de choses sur l'écoute et la communication et qui fera donc beaucoup écho à ce qu'on s'est dit. Un grand merci, à très bientôt et passez une bonne journée.